bienvenue à cette rencontre avec Jacques Ferrandez. On va parler de son dernier album, Le Premier Homme, adaptation du roman inachevé d'Albert Camus, enfin, un roman, une fiction presque, je vous donnerai une réponse, qui est sorti à la rentrée, fait suite à deux autres adaptations de livres deux autres adaptations de livres de Camus. Il y a eu d'abord L'Hôte en 2009, si je ne me trompe pas, et puis L'Étranger en 2013. Aussi tous les deux chez Gallimard. Donc Jacques, je vais vous présenter rapidement. Vous êtes né en 1955 à Alger. À l'époque, donc l'Algérie est encore française. Et cette Algérie natale, elle est très présente dans votre œuvre, pas systématiquement, mais elle est très très présente. Vous avez fait les écoles, les arts déco à Nice. C'est ça. C'est correct. Tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Et puis ensuite, donc, vous êtes tourné vers l'illustration et la bande dessinée. Il y a eu au début une collaboration avec Rodolphe, donc le scénariste Rodolphe. Il y a eu les entrées du commissaire Raffini, 4 tomes dans les années 80, ça c'était original associé. Puis vous avez fait Vicomte avec lui aussi. Et puis ensuite en 87, il y a le premier tome, le premier volume des Carrières d'Orient, mais alors qui ont pas, ça je ne savais pas, est-ce qu'il a paru dans À suivre ce premier volume? Il a paru dans Corto, qui était une excroissance d'À suivre, avec plutôt de la BD de voyage, d'aventure, et Corto donc. Oui, en fait c'était le groupe, enfin c'était À suivre, c'était Casterman, et quand j'ai proposé le projet Carnet d'Orient, qui était destiné à suivre, Casterman était en train de lancer Corto. Et donc on m'a dit ça c'est pour Corto, donc très bien. Puis Corto ça a duré moins longtemps que À suivre, donc je crois que l'année de feu est passée dans Corto aussi. Et puis la suite du cycle est revenue à À suivre naturellement. D'accord. Donc vous étiez en tout cas un des piliers de la revue À suivre, la défunte revue À suivre. Et alors les Carnets d'Orient, il y a eu 10 volumes, en à peu près 20 ans, un peu moins de 20 ans. Et sur ces 10 volumes, vous retracez, on parlait de 130 ans de présence française en Algérie. Ensuite, il y a eu alors, au passage l'adaptation de Pagnol, vous habitez à Nice, donc évidemment la Provence. La Provence ne serait pas grand-chose, ne serait pas la Provence qu'on connaît sans Marcel Pagnol, donc Jean Florette, Manon des Sources, que vous aviez adapté. Et puis il y a aussi ces collaborations avec Tonino Benacquista, Notre Mangeur et la Boîte Noire. Et puis ensuite on arrive effectivement à L'Hôte et L'Étranger, donc les adaptations de Camus. Et il y a eu dernièrement aussi Frères de terroir chez Rue de Sèvres. Vous avez plongé dans les secrets de fabrication du cuisinier Yves Candebord. Voilà, c'est toujours un peu difficile à prononcer. Alors du coup, tout simplement, peut-être pour commencer, j'ai évoqué cette enfance en Algérie. Elle vous a jamais véritablement quitté. Vous êtes parti quand d'Algérie? Quand est-ce que vous avez quitté l'Algérie? Alors, comme on l'a dit, je suis né à 55. En fait, je suis né à la fin de l'année 55. Donc, mon anniversaire, c'est dans quelques jours. Ça va tout faire utile. Et mes parents ont décidé de quitter l'Algérie en début 56, au mois de mars 56. Donc vous voyez, j'ai pas de souvenir du tout avec l'Algérie, j'ai pas de vécu en Algérie, mais il faut croire que ça va suffisamment marquer pour que ce soit un sujet qui m'intéresse à partir du moment où j'étais déjà auteur de bande dessinée, comme on l'a dit. Donc j'ai commencé à faire de la bande dessinée, j'étais encore étudiant aux Beaux-Arts à Nice, avec la rencontre avec Rodolphe, puis ensuite avec mes premiers scénarios, enfin mes premières bandes dessinées en solo, qui était donc, avant Pagnol, c'était Arrière-Pays, Nouvelle du Pays, qui était ce qu'on appellerait aujourd'hui de la BD reportage, en fait. Et puis, après, c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, j'avais ce sujet-là sur la présence française en Algérie. Je ne sais pas trop comment l'aborder, parce que j'avais un grand-père, surtout à cette époque-là, qui m'avait beaucoup raconté son enfance, enfin les histoires de sa propre enfance vers 1900, dans le sud oranais, à l'époque de la construction du chemin de fer. Il y avait une frontière qui n'était pas encore tout à fait délimitée entre le Maroc et l'Algérie. C'était le Maroc à l'époque où l'IOT était en train de prendre d'établir le protectorat. Donc l'Algérie était déjà dans une situation de département français. Enfin, il y avait déjà une espèce d'empire colonial français dans cette Afrique du Nord.
Et quand mon grand-père maternel me racontait ces histoires, je trouvais ça fascinant. Pour moi, c'était du Far West. Et donc, j'avais envie de raconter ça, mais je me suis dit, plutôt que de démarrer avec les histoires qui se dérouleraient vers le début du XXe siècle, je vais un peu remonter aux origines, parce que j'avais moi-même besoin de comprendre cette histoire-là. Et je me suis confronté à ce moment-là avec des textes d'historiens qui m'ont beaucoup renseigné sur toute cette histoire. Et surtout, je suis tombé à ce moment-là aussi sur une imagerie qui a été développée au XIXe siècle sur ce qu'on a appelé la peinture orientaliste, c'est-à-dire le regard de l'Occident sur l'Orient. Avec ce malentendu, ou ce que j'appelle souvent ce mal vu, qui était que l'Orient, désigné ainsi par les Occidentaux, correspond au monde arabe à l'Occident. Parce que le Maghreb, en langue arabe, ça veut dire le couchant, l'Occident. Donc déjà, il y avait cette espèce d'ambiguïté sur les termes, déjà. Et ce qui me semblait intéressant, c'est de raconter cette histoire-là à travers un peintre qui pouvait, à travers ses carnets, raconter sa propre histoire, et pour prendre un peu à contre-pied ce qu'a été tout ce mouvement orientaliste qui, à mon sens, a été d'une certaine façon une courroie de transmission de l'entreprise coloniale. C'est-à-dire que sans les orientalistes, peut-être qu'on n'aurait pas eu autant à rêver sur ces pays, et peut-être la présence française en Algérie se serait peut-être passée différemment s'il n'y avait pas eu une forme de rêve associé à cet Orient, à cet ailleurs en fait, qui était assez exotique à l'époque, et qui était en plus relayé par des peintres qui montraient des femmes nues dans les harems, etc., chose qui faisait beaucoup rêver à l'époque en Occident. Donc je me suis beaucoup intéressé à ce regard de l'Occident sur cet Orient, qui était en fait le Maghreb, et ça m'a donné le point de départ de ma série, que j'ai ensuite mené un peu comme un feuilletoniste, c'est-à-dire sans avoir une idée préconçue sur un scénario global, parce que j'aurais été incapable, dès le départ, de balayer tout le spectre, enfin, toute cette période qui était quand même 132 ans. Et en fait, les albums se sont enchaînés en fonction de ce qui existait là. Donc, comment j'allais ensuite intégrer les récits familiaux, la mémoire familiale, notamment du grand-père dont j'ai parlé. Et tout ça s'est mis en place de façon assez naturelle et sans scénario d'ensemble préalable. Alors, j'ai fait une interruption après avoir travaillé sur les 5 premiers tomes qui étaient la période coloniale, c'est-à-dire de 1830 jusqu'à l'été 54, avant le début de l'insurrection. Et puis j'ai fait un deuxième cycle sur la guerre d'Algérie, proprement dite, qui n'était pas aussi un sujet que je pensais pouvoir maîtriser au départ. Mais les choses se sont faites un peu à la fois en fonction des éléments que je pouvais glaner sur cette période historique, et aussi sur presque l'actualité de l'Algérie au moment où j'ai commencé à travailler sur le deuxième cycle, c'est-à-dire l'Algérie des années 90, cette période noire qui a duré 10 ans. Il y avait ce terrorisme qui a vraiment, obscurci enfin, le ciel algérien pendant toutes les années 90. Et pour moi, il y avait comme une nécessité de reprendre mon cycle sur la période guerre d'Algérie pour peut-être trouver des clés sur ce qui se passait à ce moment-là en Algérie. En tout cas, il y avait aussi à ce moment-là beaucoup de témoignages, notamment d'anciens appelés, qui étaient en train d'arriver, beaucoup de films documentaires, de livres. Il y a l'affaire Ossares, je ne sais pas si vous en souvenez, qui a mis en évidence l'utilisation de la torture par l'armée française, que tout le monde savait, mais que l'armée en tout cas n'avait pas revendiqué, en tout cas n'avait pas assumé. Enfin, tout ça fait que ça m'a, moi, permis de continuer à dérouler mon récit sur la période jusqu'à la fin, jusqu'à l'indépendance. Après, c'est vrai que Camus m'a accompagné beaucoup pendant notamment tout ce deuxième cycle. J'ai souvent mis des phrases de Camus en exergue dans mes albums. J'ai même représenté Albert Camus dans son appel à la trêve civile en janvier 56, quand il essaye de trouver des mots, de trouver peut-être une solution sur cette situation de guerre civile, enfin de guerre en tout cas qui ne veut pas dire son nom à l'époque, qui se déroule en Algérie. Donc la présence de Camus était déjà assez évidente dans mon deuxième cycle. Et tout naturellement, dès que j'ai terminé, je crois que j'ai fini le deuxième cycle avec le 10e album, Terre Fatale, qui a dû être publié au début de l'année 2009. Et avant la fin de l'année 2009, en novembre, j'avais publié ma première adaptation de Camus, qui est L'Hôte, qui a été le point de départ dans mon travail d'adaptation de Camus.
Alors, du coup, votre rapport outre la dimension, j'imagine, un petit peu sentimentale à l'œuvre de Camus, parce que Camus, il se trouve que Camus a grandi dans le quartier de Bellecour où vous êtes né, pas de bêtises. Donc il y a, puis bon, Camus c'est voilà, Camus l'Algérien, j'imagine qu'il y a un attachement sentimental. Mais quel est votre rapport à l'œuvre de Camus? Je rappelle Camus, prix Nobel de littérature en 1957 et qui est décédé brutalement dans un accident de la route 3 ans plus tard, laissant d'ailleurs le premier homme inachevé. Quel est votre rapport à l'œuvre de Camus? Quand est-ce que vous avez commencé à la lire? Bon, je pense que je l'ai lu comme tout le monde à l'adolescence. Quand on lit L'étranger, en fait, c'est généralement parce qu'il y a le bac de français qui se pointe. Mais à cette époque-là, moi, je pense que j'ai pas compris grand-chose à L'étranger. Mais pourtant, Camus, c'était un nom qu'on entendait dans la famille, puisque, comme on l'a dit, c'était l'enfant du quartier. C'est-à-dire que mes grands-parents avaient ce petit magasin de chaussures effectivement en face du logement où habitait Camus avec sa mère, son oncle et sa grand-mère, tout ce qu'il raconte dans le premier Rome. Il y avait quelque chose qui, quand on parlait de Camus à la maison, c'était, oui, le grand écrivain, le prix Nobel de littérature, mais surtout l'enfant du quartier, quoi. Et mon père avait une enfance qui était assez similaire à celle d'Albert Camus, dans les mêmes lieux, pratiquement à la même époque, à 4 ans ou 5 ans près. Camus est né en 1913, mon père était né en 1918, et donc tout ce que m'avait raconté mon père dans ses récits relatifs à l'enfance, à l'adolescence, m'ont sauté à la figure quand j'ai lu le premier Rome en 1994, date de sa publication. Je venais de perdre mon père un an plus tôt et je venais de faire mon premier voyage en Algérie depuis ma naissance, quelques mois, vous voyez, mon père est mort en mars 1993, mon premier voyage en Algérie date de août-septembre 1993. Et le premier Rome est sorti en 1994. Dans un contexte, pardon je vous coupe, mais dans un contexte politique. Oui, alors c'était en 1993, c'était déjà le terrorisme justement en Algérie. Moi, c'était l'occasion que j'avais eue d'aller en Algérie pour la première fois parce qu'il y avait un projet avec l'écrivain algérien Rachid Mimouni, avec qui j'avais eu un projet sur la Casbah d'Alger. Je faisais des illustrations sur des textes qu'il avait prévu d'écrire. Mais entre-temps, le projet a un peu évolué parce que ce qui devait être au départ une balade à 2 voix ou à 2 mains, disons, dans la Casbah d'Alger. Quand je suis arrivé à Alger en août 1993, Rachid m'a dit je ne peux pas t'accompagner parce que si je rentre dans la Casbah, je ne suis pas sûr d'en sortir vivant. Qui était déjà très menacé à l'époque par les islamistes. Et la Casbah était le fief du fils, enfin, c'était pas encore les GIA, enfin, c'était déjà les mouvements armés clandestins, islamistes. Et donc c'était pas une super période à ce moment-là, mais comme j'étais à Alger et comme j'avais ce projet, donc Rachid m'avait donné ce texte, et j'ai pu, en rencontrant des gens qui étaient proches d'un monsieur qui s'appelait Himoud Brahimi, qui était un poète, un type extraordinaire, un vieux monsieur qui avait connu Camus, qui avait connu Edmond Charlot. Alors Edmond Charlot, on en parle beaucoup en ce moment parce que c'est au centre d'un récit, d'un livre de Kawthar Adimi, qui est une jeune écrivaine algérienne qui a raconté l'histoire d'Edmond Charlot. Ce livre s'appelle Nos richesses. La librairie d'Edmond s'appelait Les vraies richesses, et c'est une librairie qui s'est créée dans les années 30 à Alger. Et Edmond Charlot a été le premier éditeur d'Albert Camus. Et il se trouve que j'ai rencontré Edmond Charlot à la fin de sa vie. Il s'était retiré à Pézenas, où il avait encore une librairie plutôt de livres anciens. Et je l'ai pas mal fréquenté à la fin de sa vie. Et c'était pour moi, je sais pas, je me suis retrouvé en position de rencontrer des gens qui avaient compté, disons, à une certaine époque, dans cette Algérie. Notamment, alors évidemment, j'ai pas pu rencontrer Albert Camus, mais j'ai rencontré pas mal de gens qui l'avaient fréquenté. J'ai rencontré Jules Roy, par exemple, qui m'a donné une préface pour Les Fils du Sud, le 3e tome du Carnet d'Orient. Donc j'ai beaucoup tourné dans ces cercles-là, si vous voulez, post-mortem, en fin de compte, après la disparition de Camus. Il y a beaucoup de gens qui l'avaient connu, qui l'avaient fréquenté, qui avaient été ses proches ou ses amis, et que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer. Aujourd'hui, je suis en relation avec Catherine Camus, la fille d'Albert Camus, parce qu'il a fallu avoir son accord pour adapter l'autre d'abord, puis l'étranger, puis le premier Rome. Et c'est pour dire que ce premier voyage à Alger, pour moi, était très important. Il correspondait aussi à un moment où je confrontais un petit peu ce que raconte Camus dans le premier Rome
avec ce qu'avait été mon approche de toute cette histoire-là par l'intermédiaire des témoins qui étaient des gens très proches, hein, mon père, mes grands-parents, etc. Et en fin de compte, l'histoire qui est racontée dans le premier Rome, c'est toute l'histoire que j'avais entendue quasiment toute mon enfance par ceux qui l'avaient vécu. Et finalement, les choses étaient absolument liées. Donc, c'était très naturel qu'après mon cycle sur l'Algérie, je m'approprie d'une certaine façon l'œuvre de Camus. Il y a une phrase, je veux parler de ceux que j'aimais, ça c'est une phrase d'Albert Camus, pour présenter justement ce livre, Le Premier Homme, qui est, moi je l'ai qualifié d'autofiction, je ne sais pas trop comment on pourrait le qualifier, parce que le personnage principal ne s'appelle pas Albert Camus, mais bon, on est quand même dans sa vie. Mais alors cette phrase, je veux parler de ceux que j'aimais, est-ce que c'est ça la phrase clé de ce livre pour comprendre ce livre? Oui, il y a sûrement beaucoup de phrases dans ce livre qu'on peut mettre en exergue, mais celle-là est importante évidemment parce qu'il faut savoir qu'à l'époque où Camus entreprend l'écriture du Premier Homme, il est dans une situation de solitude vraiment par rapport au milieu au pluriel intellectuel parisien dont il a été exclu, ou même on peut dire excommunié, parce que Camus a publié en 1951 L'Homme révolté, qui est un livre très critique sur le communisme des goulags, c'est-à-dire qu'il prend position, lui qui a été communiste dans les années 30 à Alger, il prend position d'une certaine façon contre une certaine intelligentsia qui ferme les yeux sur ce qui se passe à l'Est. À l'époque, on est en pleine guerre froide, en disant si le progrès, si l'humanisme, c'est le communisme des goulags, il faut pouvoir se révolter contre ça et dire qu'on n'est pas, simplement qu'on n'est pas d'accord. À l'époque, il y avait Sartre et les Sartriens qui étaient plutôt les compagnons de route du Parti communiste. Et comme on sait, le Parti communiste à cette époque-là était assez massivement stalinien. Donc Camus, avec beaucoup de courage, a dénoncé cette dérive, si on veut, en disant qu'il ne reniait pas du tout ses positions à gauche, parce qu'il disait je suis à gauche malgré elle et malgré moi. C'est-à-dire que lui, il était d'un milieu extrêmement modeste, hein, comme on peut le voir dans Le Premier Homme. Il n'avait pas besoin de recevoir des leçons de ceux qui prétendaient être les porte-paroles du prolétariat, enfin lui-même en était issu, et il avait considéré que peut-être, étant cet intellectuel venant d'un milieu très modeste et venant d'une terre colonisée, d'une terre coloniale, il n'avait jamais réellement été admis, parce que même il y avait une forme de condescendance, et je lui fais dire ce qu'il dit d'ailleurs dans ses notes, qui sont parallèles à toute son écriture du Premier Homme. Il dit ce qu'il n'aime pas, au pluriel, ce qu'il n'aime pas en moi, c'est l'Algérien. Parce qu'il dit dans ce milieu parisien, je me suis toujours senti comme un étranger. Alors, il y a peut-être un jeu de mots avec son premier roman, mais il y avait ce malaise en fait chez Camus et ce sentiment surtout de solitude. Moi, Catherine Camus m'avait raconté que quand elle était gamine, en fait, elle avait vu son père qui était dans les années 50, qui était comme ça un jour prostré dans un fauteuil, la tête dans les mains, et elle lui dit qu'est-ce qu'il y a, papa, tu es triste? Il dit non, je suis seul. Il s'était retrouvé vraiment très très isolé et très solitaire en fait à cette période-là. Donc il avait envie avec Le Premier Homme de raconter l'histoire de ceux qu'il aimait, c'est-à-dire sa famille, sa mère principalement, mais aussi tous ceux qui n'ont pas les mots, c'est-à-dire qu'il lui-même était issu d'un milieu très pauvre, analphabète. Sa mère ne sait pas lire et écrire, elle est presque sourde, moitié muette. Sa grand-mère, d'origine espagnole, s'exprime sans doute aussi avec très peu de mots de vocabulaire. Il a un oncle également, le frère de sa mère, qui lui-même est atteint de la même infirmité, qui est quasiment sourd et presque muet. Donc il a grandi dans un milieu extrêmement fruste, extrêmement pauvre, enfin, et avec la pauvreté aussi de ceux qui ne peuvent pas raconter leur propre histoire. À un moment donné, quand il entreprend Le Premier Homme, c'est à la fois pour raconter l'histoire des siens, et aussi peut-être pour raconter cette Algérie dont il est le produit, il est ce Français d'Algérie dont il raconte l'histoire des ancêtres, en fin de compte, ceux qui sont venus en 1948, les révolutionnaires, les chômeurs, enfin tous ceux dont on a voulu se débarrasser en les envoyant là-bas, et en racontant une histoire qui est celle de pauvres gens, enfin de gens qui sont dans l'exil, qui sont dans l'émigration, et qui vont peut-être trouver une terre de promesse qui est cette Algérie coloniale. Donc évidemment,
tout ça est remis en perspective au XXe siècle avec le système colonial, et on met finalement tout le monde dans le même sac. Hein. Un Français d'Algérie, c'était un colon, donc un exploiteur, donc un raciste, etc. Et lui, il dit non, en fait, moi je suis ici d'un milieu, on n'exploitait personne, on s'est retrouvé nous dans une situation où on pouvait avoir effectivement des parents totalement démunis, analphabètes, enfin bon, et finalement relativement à la même enseigne que les Arabes, que les Algériens. Donc d'une certaine façon, il veut faire ce roman aussi pour rendre justice ou pour rendre hommage en fait à ce milieu dont il est issu. Et alors évidemment, comme il meurt sur une route au début du mois de janvier 1960, on ne sait pas ce qu'il aurait dit, ce qu'il aurait fait, ce qu'il aurait été au moment de l'indépendance. Aujourd'hui, évidemment, tout le monde peut tirer Camus de son côté en estimant que Camus aurait été Algérie française, Camus aurait continué au contraire à vouloir défendre d'une certaine façon la dignité des Algériens sans pour autant prendre parti pour le FLN. C'est ça aussi qui lui a coûté cette forme d'excommunication. Enfin, on peut tout dire et son contraire aujourd'hui à propos de Camus. En tout cas, ce livre qu'il écrit à cette époque-là, c'est vraiment dans cette intention pour peut-être prendre le contre-pied aussi de ce qu'on considère comme étant d'une façon globale les Français d'Algérie, c'est-à-dire voilà, des colons, des exploiteurs. Et lui veut rétablir d'une certaine façon la vérité et la justice aussi par rapport à son milieu. Je vais vous relaisser le micro, mais c'est exactement ce qui sort du livre, c'est-à-dire que c'est un livre qui est très peu politique finalement. Moi je trouve, malgré le contexte dans lequel il l'a écrit, puis bon, Camus avait sa prise de position sur l'Algérie qui était particulière, mais c'est vrai que ça ne ressort pas dans ce livre-là. Pas spécialement. Parce que je pense qu'il voulait mettre l'humain avant tout, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement à l'époque un vrai débat politique sur l'Algérie. Je me souviens d'une phrase de Sartre qui avait préfacé un livre de Frantz Fanon. Ce livre s'appelait Les damnés de la terre, sur la colonisation. Frantz Fanon, résumé, c'est un psychiatre, un médecin originaire de Guadeloupe, je crois, qui était beaucoup engagé dans les mouvements révolutionnaires. On disait peut-être pas à l'époque encore tiers-mondiste, mais c'est ce que ça a donné par la suite. Et Frantz Fanon, qui avait été en poste en Algérie, avait pris fait et cause évidemment pour le FLN. Et il avait écrit un livre dont Sartre avait fait la préface. Et Sartre avait dit dans sa préface, il faut tuer un colon, ainsi faire d'une pierre deux coups, supprimer du même coup un oppresseur et un opprimé. Donc c'était terrible par rapport aux Français d'Algérie, ça veut dire que ça légitimait la violence terroriste, c'est-à-dire les bombes dans les cafés, dans les arrêts d'autobus. Et étrangement, on est pratiquement aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce qu'on considère le terrorisme, s'il est allié à une cause considérée comme noble, est-ce qu'on va défendre le terrorisme pour dire c'est une cause juste, donc tous les coups sont permis? Et Camus se refusait à ça. Camus, il y a une phrase centrale dans son œuvre qui est « Un homme, ça s'empêche hein, », ce qu'on retrouve dans le premier homme, qui a été prononcé par son père, qu'il n'a pas connu, ce qu'on n'a pas précisé. Le père d'Albert Camus est mort à la guerre en 1914. Camus n'a même pas un an. Le livre commence par... Le livre commence, entre autres, il commence par la naissance et ensuite, tout de suite, le cimetière de Saint-Brieuc où le personnage, alors Camus, Cormery, je préfère considérer que c'est Jacques Cormery, le double d'Albert Camus, et qui se rend sur la tombe de son père pour la première fois et qui constate... Donc quand il a 40... quand il a 40 ans passés, il constate que cette tombe abrite la dépouille d'un père cadet, c'est-à-dire quelqu'un qui est mort à l'âge de 29 ans et qui n'a pas pu lui transmettre, qui n'a rien pu lui transmettre, si ce n'est quelques phrases comme ça, un homme ça s'empêche, qui est une phrase qui provient d'une situation où le père était militaire avant de faire la guerre de 14-18, il était en poste au Maroc, sans doute dans un régiment de zouaves, et où une sentinelle qui venait relever, elle avait été massacrée, égorgée, émasculée, etc. Et donc quand le père voit ça, il est révolté en disant on ne peut pas faire ça, si on est un être humain, on doit pouvoir réfréner ses plus bas instincts et de traiter un autre être humain de cette façon-là, c'est pas possible. Donc quelle que soit la situation, un homme ça s'empêche, c'est-à-dire c'est ça qui distingue finalement quelqu'un qui se tient debout, qui se tient droit par rapport à quelqu'un qui va se livrer justement
ses plus bas instincts. Donc c'est une phrase centrale qui correspond ensuite, qui a inspiré Camus pour toutes ses prises de position, c'est-à-dire en mettant toujours l'homme au centre de sa réflexion, c'est-à-dire cette réflexion humaniste, et qui considérait que tous les moyens ne sont pas bons, même pour faire aboutir une cause juste. Et c'est une phrase qui résonne évidemment quand il la met en scène dans ce futur roman qu'est Le Premier Homme. C'est évidemment en écho aussi à ce qui est en train de se passer en Algérie, aussi bien de la part de l'armée française qui utilise la torture, mais aussi par rapport au FLN qui utilise aussi les mutilations, les exactions terribles, aussi bien contre les soldats ou les civils français que contre la population algérienne elle-même. Donc il y a toujours ça chez Camus, c'est de pouvoir toujours considérer qu'un combat juste ne peut pas se compromettre avec des moyens injustes ou des moyens barbares. Ben voilà, donc je ne sais pas comment on est arrivé là, mais en tout cas, dans ce récit, en tout cas, alors est-ce que c'est un roman, est-ce que c'est quelque chose qui aurait été sans doute remanié, parce que là, il nous est parvenu sous cette forme inachevée, mais en tout cas, il y a des réflexions qui se rapportaient à la situation à la fois de l'histoire de la présence française en Algérie, mais qui résonnait évidemment avec la situation présente, c'est-à-dire celle des années 50. Quand Camus écrit Le Premier Homme, on est en plein pendant la bataille d'Alger, donc il y a toutes ces histoires évidemment qui parviennent. Camus est journaliste aussi, c'est ce qui se passe en Algérie. Et il est sur place. Il est sur place, et il écrit dans des journaux comme l'Express, qui prend position contre la torture. Enfin, donc, c'est pas qu'il y ait une ambiguïté chez Camus, mais il y a le souci de pouvoir aussi dire de son point de vue ce qui se passe en Algérie, et pas de façon polémique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit c'est avec un roman que je pourrais le dire le mieux. C'est-à-dire que les journalistes, ils pourraient prendre la parole, faire des tribunes, etc. Mais il pense que la vérité est plutôt dans le roman que dans tout ce qu'on peut dire à travers la presse à l'époque. Et alors, c'est un livre assez intimiste, puisqu'on plonge dans l'intimité de la vie de famille c'est pas Albert Camus, mais c'est son double de papier. Il y a, vous parliez tout à l'heure, vous disiez que Camus était né et avait grandi dans une famille pauvre. On le voit très bien d'ailleurs justement au début du livre, quand on voit très bien où sa famille s'est installée, c'est-à-dire une zone pas très accueillante, où ils ont toutes les difficultés pour survivre, et après la mort du père, c'est encore pire. Mais alors, ce qu'on voit vraiment de très près dans votre album, c'est le fait qu'Albert Camus a grandi entouré de femmes. En fait, il y avait très peu de figures masculines importantes, pour pas que ce soit un problème. Mais est-ce que vous pensez que ça l'a influencé dans son travail, dans sa perception des choses? En tout cas, c'est quelque chose d'important dans le livre. Oui, en tout cas, les deux femmes évidemment principales, c'est sa mère qui ne s'exprime pas beaucoup, et puis sa grand-mère qui est un peu la mère tape dure quand même. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'éducation des enfants est assez brutale. Elle est très stricte. Elle est très stricte. Elle manie le nerf de bœuf très, très fréquemment. Je pense que c'est l'époque aussi. On est vers les années 1920, dans des milieux très très modestes. Et il y a des choses qui sont inculquées aux enfants, aux jeunes. C'est le respect, je sais pas quoi, le respect des parents, le respect des grands-parents encore plus. On parle pas à table, je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, il y a un tas de choses qu'on a nous-mêmes entendues peut-être quand on était gamin. Mais à l'époque, ça se traduit par un échange, si on peut dire, entre les parents et les enfants qui est assez peu affectueux. Enfin, il n'y a pas beaucoup de marques d'affection, il n'y a pas beaucoup de témoignages d'amour au sens où on peut l'entendre aujourd'hui. Donc, il vit dans ce milieu, mais enfin, il est assez heureux malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a cette dureté du milieu, il y a cette dureté de l'éducation, mais il y a aussi les copains, il y a aussi le football, il y a aussi la plage, le soleil, la mer, etc. Et il considère qu'il a beaucoup de chance de grandir dans ce pays parce que les éléments sont assez bienveillants. Donc il grandit là-dedans finalement. Les hommes sont assez absents à l'exception de cet oncle qui ne parle pas beaucoup mais qui s'exprime de façon très basique, enfin, on pourrait dire, c'est-à-dire
Il aime bien les plaisirs immédiats, manger de la pastèque, uriner, aller à la chasse, voilà, dans le boulot aussi. On va dire aujourd'hui il s'éclate dans son boulot, il est tonnelier, donc il aime bien le travail bien fait. Il essaye de former aussi son neveu, parce que peut-être que le jeune Albert Camus, s'il n'avait pas rencontré l'autre homme important dans sa vie, c'est l'instituteur, s'il n'avait pas rencontré M. Germain, M. Bernard dans le roman, il aurait peut-être été ouvrier tonnelier comme son oncle. Et effectivement, donc il y a cet oncle qui lui donne le goût des choses extrêmement simples, et puis il y a la rencontre avec cet instituteur, donc qui est figuré dans le roman sous le nom de M. Bernard, et qui lui va l'élever au sens propre et figuré, c'est-à-dire qu'il va lui permettre de dépasser son milieu, de sortir de sa condition, parce qu'il va le repérer d'abord comme un bon élève, comme un gamin qui est intelligent, etc. Et en proposant, enfin en essayant même de convaincre sa famille, c'est-à-dire la mère et les grand-mères, de lui faire poursuivre des études, c'est-à-dire d'avoir le concours des bourses pour ensuite entrer au lycée. Et ça va être évidemment décisif pour le jeune Albert Camus, Jacques Cornery, parce que c'est ça qui va lui donner justement la possibilité d'avoir les mots, de se rendre compte de ce que c'est que cette situation, et de pouvoir ensuite aller jusqu'au prix Nobel. Enfin, en tout cas, le cas d'Albert Camus, on ne sait pas pour Jacques Cornery, puisque on comprend qu'il est écrivain, on comprend que c'est un écrivain qui a du succès, qui a déjà fait des livres, qui écrit aussi beaucoup dans la presse. Mais voilà, c'est tout le parcours aussi individuel de quelqu'un qui a été, on peut dire, sauvé par l'ascension sociale due à l'école républicaine, etc. Donc il y a quelque chose aussi qui est très édifiant, si on peut dire, dans ce roman, qui est cette rencontre avec cet instituteur qui l'a, entre guillemets, sorti de son milieu. Alors ça, moi j'ai trouvé que c'était important de garder dans l'adaptation l'équilibre entre justement cet oncle avec des plaisirs très frustes, comme on l'a dit, et puis cet instituteur qui va lui permettre de faire fonctionner son intellect, si on veut. Et Camus a toujours finalement été entre les deux, c'est-à-dire qu'on sait que évidemment Camus avait une capacité peut-être hors du commun par rapport à simplement son milieu, son époque, puisqu'on l'a dit, il travaillait jusqu'au prix Nobel. Et puis, il ne s'est jamais départi de cet amour des éléments. Hein. Quand on lit Nos à Tipaza, c'est un chant magnifique sur la nature, sur la mer, sur le soleil, enfin sur les éléments. Le goût qu'il avait pour les bains de mer, sur le football, enfin des choses très, très liées au corps. Et c'est-à-dire que ce n'est pas un intellectuel sec et rabougri, simplement avec une activité cérébrale, mais c'est aussi quelqu'un qui est très lié aux choses de la nature, aux choses du corps. Il disait que les plus belles leçons de vie, il les avait apprises sur un terrain de football et sur une scène de théâtre. Il y a ça chez Camus, c'est-à-dire le côté homme de terrain, vraiment. Et homme du peuple. Et homme du peuple, qu'il n'a jamais renié, et dont il s'est peut-être voulu aussi le porte-parole dans le premier homme. En tout cas, ce petit peuple, on dirait peut-être blanc, enfin français d'Algérie, qui à l'époque était déjà en train de passer aux poubelles de l'histoire. Donc c'est ça aussi peut-être qui le déchirait beaucoup, c'est qu'il y avait une forme d'injustice par rapport à toute cette population qui, il le voyait, enfin il voyait que l'évolution allait probablement les jeter dans une oubliette, enfin en tout cas dans une situation, une condition de mal-aimé de l'histoire, quoi. Et c'est ce qui s'est en réalité passé. Alors, à partir de... Là, c'est un aspect un peu plus technique, mais à partir de quelle matière première vous avez travaillé pour faire cette adaptation? Est-ce que vous êtes parti de la déparution de 1994, hein, ça c'est la première fois qu'il est sorti, ou est-ce que vous avez pu avoir accès au manuscrit? Il me semble que le manuscrit se trouvait dans la voiture dans laquelle Albert Camus est décédé. Oui, alors bon, j'ai pas eu accès directement au manuscrit. Le manuscrit est assez difficile à lire, hein. Il y a 144 feuillets d'une écriture assez illisible, en fait, qui était son document de travail à l'époque. Alors, il y a toute la première partie, les chapitres sont assez finalisés, on peut dire. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu beaucoup de changements jusqu'à la publication. Toute la deuxième partie est vraiment en chantier. Il y a des phrases très longues qui font parfois 2 pages et demie, 100 points, par exemple, hein.
Et tout ça, c'est Catherine Camus qui l'a décrypté, qui l'a déchiffré, qui l'a retranscrit pour en assurer la publication en 1994. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a ajouté à la publication du roman inachevé un ensemble de notes qui étaient contenues dans des enveloppes, dans des chemises que Camus destinait au roman, alors d'une façon qui aurait sans doute enrichi, augmenté, etc. Et donc moi je me suis servi de ces notes dont on peut avoir la totalité dans l'édition de la Pléiade, où en fait il y en a un peu plus que dans l'édition courante. Et là-dedans il y a des choses vachement intéressantes parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas dans le roman, mais qui figurent. Alors parfois c'est juste un mot, un nom propre, quelques phrases de répliques par exemple, de personnages, qui sont peut-être que Camus aurait développé, et dont je me suis moi servi pour essayer non pas de finir ou d'achever le roman, ce qui n'est pas du tout dans mon idée, mais en tout cas de donner peut-être des éléments qui permettent une lecture peut-être plus synthétique en fait de ce que Camus voulait faire. Notamment, j'ai ajouté dans la deuxième partie de mon adaptation un personnage féminin. On sait combien les femmes ont compté pour Camus. Il y a actuellement la parution de la correspondance avec Maria Casares qui fait 1200 pages, qui était donc une de ses liaisons simultanées avec son mariage et avec d'autres liaisons aussi. Enfin, en tout cas, il est certain que dans le premier roman, il y aurait eu la présence de femmes au singulier ou au pluriel, en tout cas, qui sont étrangement absentes, à part la mère et la grand-mère. L'histoire en fait s'arrête quand il remonte, parce qu'il y a toujours évidemment un aller-retour entre le présent, c'est-à-dire les années 50, et son enfance. On s'arrête finalement à la période de l'adolescence, quand il remonte dans le passé, et on aurait probablement eu, si Camus avait pu mener à bien ce roman, toute la période des études, le lycée, la classe l'enseignement de son maître, son professeur de philosophie, son parcours de journaliste juste après ses études, pendant les années 30, Alger républicain, puis son engagement dans la résistance, et puis son engagement en tant qu'intellectuel après-guerre, peut-être aussi par rapport à la guerre froide. Enfin, tout ça, on peut l'imaginer. Évidemment, il y a des choses qui ont été publiées. Hein. Je parlais de l'homme révolté. Il y a des choses, des articles qui montrent qu'il y aurait sans doute d'autres sujets, enfin des sujets plus proches de l'époque pendant laquelle il racontait, il a entrepris ce roman. Donc tout ça, on ne peut pas le savoir. Mais moi, j'ai utilisé en fait dans ces notes ce qui me semblait utile ou intéressant pour d'abord du point de vue narratif, c'est-à-dire que la présence de cette jeune femme, c'est aussi une manière de lui donner une interlocutrice, c'est-à-dire de ne pas avoir quelqu'un qui soit dans un monologue qui retourne sur les lieux de son enfance simplement en parlant tout seul. Enfin, donc il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour l'écouter, pour un peu rebondir sur ce qu'il dit. Et finalement, j'ai utilisé des espèces d'artifices de scénario, simplement pour qu'on rentre dans l'histoire, peut-être comme on peut le faire dans les premiers chapitres, qui eux, on peut penser qu'eux étaient aboutis, mais sur toute cette deuxième partie qui est un peu plus éclatée, enfin qui part un peu plus en différentes directions. Voilà, il y a aussi le personnage d'un jeune Algérien qui retrouve au moment où il écrit le roman, qui est un personnage qui s'appelle Sadok dans les notes du roman, et à qui j'ai donné finalement la figure d'un ancien camarade de classe qui se trouve à ce moment-là en présence de Cormery au moment où il y a les attentats dans Alger, etc. Donc ça me permettait aussi de rebondir sur certaines prises de position, certaines phrases de Camus, comme cette fameuse phrase sur la mer et la justice qu'il avait prononcée face à un jeune Algérien après le discours de Stockholm. Enfin, ça me permettait d'avoir des choses qui résonnent justement par rapport à beaucoup de choses qui sont, elles, dans la biographie d'Albert Camus. Il y a aussi un très très gros travail de reconstitution des décors. Tout simplement, votre dessin est toujours... il y a beaucoup de détails, on s'y perd volontiers dans cet Alger des années d'après-guerre, enfin non, des années 30 plutôt, puis ça évolue. J'imagine que vous avez beaucoup de documentation puisque vous avez fait d'Orient. Est-ce que vous avez eu besoin d'une documentation spécifique pour adapter le premier homme? Est-ce que vous êtes allé spécialement sur place, peut-être pour vous imprégner? Je ne sais pas à quoi ressemble le quartier de Bellecour aujourd'hui, malheureusement ça j'en sais rien, mais est-ce que vous êtes allé sur place pour vous imprégner de ça?
Oui, alors je retourne assez régulièrement en Algérie. Donc je parlais du premier voyage en 93 où la première chose que je suis allé faire, c'était aller voir cette rue de Lyon, qui est la rue décrite par Camus déjà avant le premier homme, hein, puisque c'était déjà dans L'étranger, le spectacle de la rue, quand Meursault regarde par sa fenêtre le dimanche, quand il est désœuvré, c'est celui qui s'offrait à Camus lui-même quand il était jeune, dans cette rue où il habitait. Et comme c'était l'endroit où se trouvait le magasin familial des grands-parents, en fait, la première chose que je suis allé faire quand je suis arrivé à Alger, c'était de voir ça. Et chaque fois que je retourne à Alger, j'y retourne régulièrement, j'étais encore là au mois d'octobre, je retourne toujours dans ce quartier parce qu'en fin de compte, il n'a pas tellement changé. C'est-à-dire que les bâtiments que je dessine dans le premier Rome, et que j'avais déjà d'ailleurs dessiné dans L'étranger, qui sont ceux qui bordent la rue de Lyon, n'ont pas... Avec le tramway du coup aussi. Alors il y avait le tramway à l'époque, il n'y en a plus aujourd'hui, mais enfin alors, j'ai des photos évidemment, j'ai beaucoup de documentation sur Alger, et notamment sur ce quartier, mais quand on essaye aujourd'hui de mettre ses pas dans ceux d'Albert Camus par rapport aux itinéraires pour aller au lycée avec le tramway, pour aller sur la plage. Alors aujourd'hui la plage est assez difficilement accessible parce qu'il y a une espèce d'autoroute 2 fois 5 voies là, qui se trouve entre le jardin d'essai et la plage. La plage elle-même, j'ai vu qu'il y avait aujourd'hui toute une campagne d'aménagement de la rive, là, qui est le long de l'autoroute. Ils ont fait des aires de loisirs, des piscines, etc. C'est en cours. Il y a une énorme mosquée qui est en construction là, à l'entrée d'Alger, qui correspond à peu près à ce quartier-là, en fait. Donc cette plage des Sablettes, qui était totalement infréquentable il y a encore quelques années, devient aujourd'hui un lieu qui est programmé comme étant un futur lieu de loisirs pour toute la population algérienne. Mais en fait, donc voilà, on peut faire des repérages, si vous voulez, de façon assez exacte sur les lieux qu'a fréquenté Camus lui-même, et dans des itinéraires qui n'ont pas forcément tellement changé. Bon, il y a quelques immeubles qui sont un peu décatis ou qui ont été détruits quand il y a eu le séisme en 2004, je crois. Mais grosso modo, la rue de Lyon, si on fait des photos aujourd'hui et qu'on superpose aux cartes postales des années 1920-1930, on n'est pas très très loin. Vous voyez, donc je vous dis, à part le matériel roulant, par des choses comme ça, on pourrait pratiquement faire du repérage assez fidèle. Donc c'est évidemment ma façon de travailler, c'est de reconstituer les lieux le plus juste possible. Et le Alger des années 20, c'est peut-être ensuite des années 50, vous voyez, enfin, mais ça on peut jouer nous avec une documentation, avec un souci d'exactitude qui est assez amusant même, hein. C'est un petit, presque un pari de dire, tiens, est-ce que ce bâtiment était là à l'époque? Je me souviens, pour quitter Alger et revenir à Paris, j'ai imaginé une scène qui se passe chez Gallimard pour qu'on comprenne que le personnage de Jacques Cornery est un écrivain. Donc assez vite, j'ai fait une scène où d'ailleurs c'est là où il va rencontrer pour la première fois cette jeune femme qu'on va retrouver par la suite dans le récit. Et j'avais fait la façade des éditions Gallimard aujourd'hui, parce que je savais qu'il y avait eu une surélévation par rapport aux photos que j'avais des années 30, qui avait été effectuée, mais je ne savais pas exactement quand. Moi j'avais parié sur le fait qu'elle avait été faite, cette surélévation du bâtiment, dans les années 40, 50, enfin après-guerre. Et puis j'avais dessiné donc cette façade telle qu'on peut la voir aujourd'hui. Et là, c'est l'assistante de Catherine Camus qui me dit « Ah, je sais que tu es très pointilleux, cette façade-là ne pouvait pas exister en 57, date à laquelle je situe l'histoire. » Il me dit parce que cette façade a été surélevée après la mort d'Albert Camus, et effectivement, aujourd'hui, tout à l'heure, à la galerie Gallimard, j'ai lu un gros livre là, sur Gallimard 100 ans d'édition. Si je l'avais lu plus tôt, je l'aurais su, mais là, il y avait la photo des années 30, 1929 exactement, et on explique que la surélévation a été faite en 1963. Mais ça, j'avais pas l'élément, mais en tout cas, ayant dessiné cette façade-là et me faisant un petit peu reprendre par l'assistante Catherine Camus, qui me certifie, donc c'était après. Donc du coup, j'ai redessiné le dessin qu'on peut voir dans l'album, tel qu'il a été publié, où il y a la façade, effectivement, qui est celle correspondant à l'époque dans laquelle je situe l'histoire. Et ça, c'est à la fois c'est un petit jeu auquel on peut se livrer, et c'est ça qui est aussi très facile par rapport au cinéma, par exemple, où s'il fallait reconstituer. Alors aujourd'hui, en numérique, on peut faire ce qu'on veut, mais le simple fait, moi je vois, il y a eu un film qui a été tiré du premier Rome il y a quelques années, qui était tourné en Algérie, mais il a été obligé de chercher mettons, à Mostaganem, un quartier un peu au bord de la mer, pour retranscrire le Bellecour. Ça n'a rien à voir du point de vue
géographique, du point de vue des bâtiments, etc. Donc nous, l'avantage qu'on a avec la bande dessinée, c'est qu'on peut s'amuser vraiment à reconstituer les lieux dans leur exactitude la plus scrupuleuse. Parce que vous partez de zéro. Oui, enfin en tout cas, je pars pas vraiment de zéro parce que Alger, c'est une ville que j'ai dessinée depuis maintenant, voilà, premier carnet d'Orient en 1987, donc ça fait 30 ans en fait que je travaille sur le sujet. Votre dessin part de zéro, oui, c'est ça, enfin, mais j'ai eu l'occasion effectivement de me familiariser aussi avec les lieux pour les avoir dessinés voilà, depuis longtemps et sur différentes périodes. Alors peut-être pour conclure, vous avez commencé par adapter l'autre qui est une nouvelle, oui. Puis l'étranger qui est l'autre c'est une nouvelle moins connue d'Albert Camus. L'étranger là on est déjà dans du dur. Comment vous avez choisi ces trois récits? Pourquoi avoir commencé par l'autre? Pourquoi avoir et là pourquoi s'être lancé dans un roman inachevé? C'est toujours un petit peu ça peut être compliqué justement parce qu'on est dans toute cette deuxième partie, vous étiez un peu dans le flou quand même, vous ne saviez pas trop quelles étaient ses intentions exactes. Oui, alors il m'a sûrement fallu se familiariser avec l'œuvre de Camus. Moi, cette nouvelle, l'autre, j'adorais cette nouvelle que j'avais lue pendant que je travaillais sur mon carnet d'Orient dans les années, je sais pas, 80, 90. Cette nouvelle, elle est extraite d'un recueil qui s'appelle L'exil et le royaume. Et pour moi, elle contenait tout Camus, cette nouvelle très courte, qui fait une vingtaine de pages, dans laquelle il y a tous les thèmes que Camus a développés, l'absurde, la révolte, la fraternité. Enfin, on retrouve tout ça dans une nouvelle, en plus, qui met en scène le paysage algérien, qui n'est pas celui de Tipaza, c'est pas la mer, c'est pas le soleil, c'est vraiment le haut plateau, c'est une Algérie de l'intérieur, beaucoup plus dure, plus âpre, avec la population. On a beaucoup reproché, en Algérie toujours, on a beaucoup reproché à Camus de ne pas mettre en scène la population algérienne. À l'époque, on disait arabe ou musulmane. Il faut savoir que là aussi, les mots sont très importants. Et comment on les emploie aussi par rapport à l'époque où ils ont été utilisés. C'est-à-dire qu'à l'époque de Camus, au début du XXe siècle, enfin même à la fin du XIXe, quand on parlait d'Algériens, c'était les Français d'Algérie en fait. Et les Algériens eux-mêmes, en Algérie, donc distinguaient les Français ou les néo-Français, c'est-à-dire d'origine espagnole comme moi, d'origine italienne, maltaise, etc., la population juive aussi d'origine, et puis il y avait la population musulmane, alors qu'on distinguait peut-être entre Kabyles, Berbères, ou les gens du Sud, enfin bon, mais la présence de la population, elle est vraiment évidente dans l'autre, puisqu'il y a ce prisonnier arabe, enfin bon, donc moi cette nouvelle me plaisait beaucoup, et ça faisait longtemps en fait que je voulais la mettre en image. Je m'étais adressé à plusieurs reprises aux éditions Gallimard pour dire, voilà, je savais qu'il fallait passer par Gallimard, c'est pour les droits. Il faut savoir que Camus, évidemment, n'est pas dans le domaine public, donc on est tenu déjà par l'éditeur et puis par les ayants droit. Les ayants droit, c'est-à-dire les héritiers, enfin, donc en l'occurrence Catherine Camus. Et on me répondait toujours que c'était compliqué avec Camus, que les héritiers ne voulaient pas mettre d'image sur l'œuvre d'Albert Camus. Et un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer Catherine Camus en 2008. Et là, je lui ai exposé mon projet, et finalement, elle connaissait mon boulot, parce qu'elle aime bien la bande dessinée. Et puis, je pense que le fait qu'elle m'ait rencontré, ça a créé un truc. Enfin, elle m'a dit, je vous fais confiance, allez-y. Donc, en plus, c'est une nouvelle qu'elle aime beaucoup, l'autre. Donc, l'album ayant été publié, elle a été contente du résultat. Chez Gallimard, on m'a dit, tiens, tu ferais pas une autre adaptation de Camus, qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'avais à l'époque l'envie d'adapter soit l'étranger, soit le premier homme. Et Catherine, à l'époque, m'avait dit non, le premier homme, pour moi, c'est trop intime, c'est mon père, c'est ma grand-mère, tous les gens qui sont dans cette histoire, c'est des gens que j'ai connus, donc de les voir dessiner comme ça, ça va pas me convenir. Donc j'étais parti sur l'étranger, là aussi, tout s'est bien passé. Et finalement, j'ai refait une tentative auprès de Catherine Camus pour le premier homme, et là, ces réticences ont été un petit peu atténuée quand je dis, Catherine, ce n'est pas l'histoire d'Albert Camus, c'est l'histoire de Jacques Cormery. Donc on va tirer ça plutôt vers la fiction, ce qui me permettait moi même d'utiliser ce qui est notamment dans les notes, mais qui n'est pas forcément dans la biographie d'Albert Camus, c'est-à-dire ce personnage féminin. Je pense que Camus a eu beaucoup de liaisons dans sa vie, après-guerre, mais je ne pense pas qu'aucune de ces liaisons rencontrées en France l'ait amené en Algérie pour lui montrer les lieux et tout ça. Moi j'avais besoin de ça dans mon récit, donc voilà, là ça devenait non pas Albert Camus, mais Jacques Cormery, et de ce point de vue-là, je pouvais me permettre un peu plus de liberté.
Bon, les choses sont très bien passées, j'ai toujours une très bonne relation avec Catherine Camus, je l'ai visitée de temps en temps, je l'ai vue le mois dernier, et elle est très contente du résultat. Enfin voilà, donc on est toujours très liés tous les deux. Voilà, j'ai une très belle relation avec Catherine Camus qui ne m'a jamais retiré sa confiance depuis qu'elle me l'a accordée. Alors du coup, puisque vous l'avez cette confiance, est-ce qu'il y en aura on pense forcément à une adaptation de La Peste, pourquoi pas, mais est-ce que vous avez d'autres envies d'adapter des ouvrages d'Albert Camus, et plus généralement, est-ce que l'Algérie, dont vous avez fait pas mal de tours, tout à l'heure j'ai pas cité Alger la Noire, hein, qui est sorti il y a quelques années, une adaptation d'un roman de Maurice Attia qui se passe aussi à Alger, est-ce que vous avez d'autres envies de bande dessinée autour de l'Algérie, soit de Camus, soit autour de l'Algérie? Bon, sur Camus, c'est vrai que c'est compliqué après le premier homme, qui est sa dernière œuvre, de revenir peut-être sur d'autres textes. À dire vrai, j'en sais rien, parce que vous savez, quand on fait de la bande dessinée, on fait parfois des projets à un an ou 2 ans, et c'est difficile, sachant qu'un album, c'est toujours au moins une année de sa vie, de faire des projets à plus long terme. Pour l'instant, voilà, sur Camus, je pense que là j'en sors, donc je n'ai pas immédiatement envie d'y revenir, et sur quel texte, je ne saurais pas vraiment. Par contre, je sais que j'en ai pas terminé avec l'Algérie, parce que j'ai un projet peut-être sur une reconduction de mes personnages que j'ai laissés à la fin de la deuxième période des Carnets d'Orient. Et j'aimerais bien, vraiment, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, traiter la période post-coloniale, c'est-à-dire qui va de 1962 jusqu'à maintenant, pourquoi pas, avec tout ce qui s'est passé dans les années 90. Mais là, c'est vraiment un autre chantier qui demanderait plusieurs tomes, enfin plusieurs ouvrages. J'en suis pour l'instant à documenter sur la période. C'est passionnant parce qu'il y a très peu de choses qui racontent cette période-là depuis 1962 en Algérie, et puis le rapport qui n'a jamais cessé entre l'Algérie et la France finalement. Donc ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Et puis il y a peut-être un autre projet d'adaptation littéraire qui ne serait pas Camus, mais qui me ferait revenir plus sur la rive nord de la Méditerranée, avec un projet d'adaptation de Jean Giono, qui est un auteur aussi que j'ai beaucoup lu quand j'étais adolescent, et qui me parle toujours, parce que j'habite aujourd'hui toujours dans la région de Nice, à la frontière de la Provence. Nice, c'est pas la Provence, c'est le comté de Nice. Enfin, mon champ de recherche et de loisirs, beaucoup, les promenades, les balades, les randonnées, elles se font beaucoup en Provence. Là, j'étais il y a une semaine, 10 jours dans le pays de Giono, la région de Manosque, de Banon, de Sisteron, du plateau de Valençol, la Durance. Enfin voilà, ça serait le champ du monde. Mais en fait, je ne devrais même pas en parler, parce que comme on dit, tant que c'est pas signé, il ne faut pas en parler. Bah, ça sortira pas d'ici. Voilà, enfin, c'est ça qui pour l'instant m'occupe un petit peu, avec peut-être à plus long terme cette histoire, ce retour sur l'Algérie. Mais voilà, sur l'Algérie, je pense que j'en ai pas terminé non plus. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'être resté. Est-ce qu'il y a peut-être des questions? Moi, peut-être en avoir une justement pour rebondir sur le rapport des choix de la Futuropolis avait aussi mis en illustration par Munoz l'étranger et le premier homme. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous l'avez approché pour ces projets-là, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous aurait intéressé de la simple illustration, ou vous vouliez vraiment faire une réadaptation de ces œuvres? En fait, ce qui s'est passé, c'est que longtemps, j'avais pensé que l'hôte pouvait être le texte intégral illustré. Alors pourquoi pas dans une collection chez Gallimard Futuropolis. Il y a eu une histoire assez longue, hein, depuis les premiers Tardis, Céline, etc., à l'époque de Robial. Moi, je m'étais déjà inscrit quasiment avec l'hôte, peut-être avec l'étranger aussi. Je m'étais dit, tiens, pourquoi pas le texte illustré. Et puis, bon, à l'époque, ensuite, Futuropolis éteint, a été repris. Enfin, bon, il y a toute une histoire assez longue. Et en fait, au moment où j'ai eu, disons, des conversations qui me permettaient d'envisager plutôt de traiter Albert Camus en bande dessinée avec l'autre, c'est le moment où j'ai eu de rencontrer Catherine Camus, là, c'était lancé, il y avait la collection Fétiche chez Gallimard qui venait de se mettre en place, donc il y avait là une espèce d'opportunité qui s'ouvrait.
Et c'est au moment où donc on avait l'accord pour travailler sur l'étranger que j'ai appris ça m'a un peu déstabilisé que Muñoz avait eu le même accord, mais pour l'édition texte intégral illustré. Et bon, il faut savoir que chez Gallimard, l'entité Gallimard Futuropolis est assez autonome en fait par rapport à la maison mère, si on veut. Et moi, avec l'autre, j'étais directement rattaché au secteur jeunesse de la maison Gallimard. Et en fait, je pense qu'on a un peu appris avec mon éditeur chez Gallimard en même temps que le truc se faisait avec Muñoz. Je savais par Catherine Camus qu'il y avait une demande, mais je ne savais pas très bien si elle donnait suite ou pas. En tout cas, ce que j'ai su, c'est que l'ouvrage de Muñoz, notamment sur l'étranger, allait paraître avant le mien. Je l'avais un peu mauvaise parce que je me suis dit, mince, là, il y aura la prime au premier des deux. C'est-à-dire celui, je pensais que Muñoz allait définitivement faire une version qui n'autorisait pas grand-chose derrière. En fait, bon, quand j'ai vu le bouquin publié, d'abord, il y a un univers graphique qui est tellement différent. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Muñoz, mais l'univers graphique est très très différent et la manière dont il représentait Meursault était très différente du Meursault que j'avais en tête. Mais pour la petite histoire, il se trouve qu'au moment où j'ai appris que Muñoz allait faire sa version de l'étranger, on s'est retrouvés tous les deux invités au festival de la bande dessinée d'Alger, donc en situation, on était au même hôtel, et au petit déjeuner le matin, je dis alors il paraît que tu vas faire l'étranger, il me dit oui, oui. Je dis écoute moi aussi, mais moi c'est en bande dessinée. Ah bon, alors lui-même n'était pas au courant. Alors je dis écoute, apparemment d'après ce qu'on m'a dit, c'est pas deux projets concurrents, mais on m'a dit chez Gallimard, bon, ça sera complémentaire et puis sortiront pas en même temps. Oui, je savais que le sien allait sortir avant. Et donc bon, vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour Muñoz. C'est quelqu'un que j'aime bien. En plus, humainement, c'est quelqu'un que je fréquente de temps en temps dans les salons et que j'apprécie. Alors, j'ai pas été chien parce que je l'ai amené avec moi dans le quartier de Camus à Bellecour, justement pour lui montrer les lieux. J'ai même amené avec moi à la Casbah parce que j'ai pas mal de copains algériens. Donc, voilà, je lui ai un peu ouvert, si on veut, non pas la route, mais je l'ai accompagné en tout cas dans Alger pour, disons, un peu mettre les choses en toute bienveillance, disons. Et après ça, c'est vrai que son album étant sorti, moi je savais que je sortirais de toute façon un minimum de 9 à 12 mois après. Et ce que je craignais, finalement, ne s'est pas produit, c'est-à-dire qu'on n'a pas considéré que ma version de l'étranger était une énième version de l'étranger. Finalement, on ne les a pas tellement, dans la presse, tout ce que j'ai lu, on ne les a pas tellement comparés tous les deux. Chacun a eu sa propre écriture. Et de toute façon, la forme même des albums était très différente, parce que entre le texte intégral, avec des grands dessins noir et blanc, une cinquantaine de dessins peut-être, et puis une histoire en bande dessinée de 128 planches, voilà, les choses étaient déjà bien marquées dans leur différence. Et idem pour le premier homme, là aussi. Mais là, disons, il avait ouvert la voie avec ce principe de texte illustré. Simplement, moi, le premier homme, c'est 150 planches, donc c'est un travail qui m'a pris plus d'1 an. Donc là aussi, il y a eu un gros décalage temporel entre la parution du Muñoz et le mien. Mais là, encore une fois, il n'y a pas eu ni de concurrence, ni même de comparatif entre les deux. Voilà, chacun a son autonomie, sa propre vision. Donc si jamais il illustre la peste, vous ne sont pas obligés. Non, mais je ne sais même pas d'ailleurs quels sont les projets de Muñoz avec Gallimard pour Camus. Non, mais voilà, en plus, c'est ça qui est bien, c'est qu'on est... comment dire, chacun a son propre univers. Bon, moi j'avais un peu creusé les questions sur l'Algérie avec ma propre manière de faire, les couleurs, les lumières, etc. Et c'est vrai que Muñoz, il a un vocabulaire graphique, il a une vision tellement différente. Et c'est ça qui est bien, des grandes œuvres, on peut se les approprier et proposer des versions, des mises en images qui seront à chaque fois différentes. C'est ce que je dis, il y a autant de Meursault qu'il y a de lecteurs d'Albert Camus, enfin de lecteurs de l'étranger. Et là, dans la preuve est faite qu'en effet, chacun peut avoir sa propre interprétation. Oui. Oui, mais tout à l'heure, vous avez cité le zouave Camus, qui disait « Un homme, ça s'empêche ». Si les souvenirs sont bons, dans le texte de son fils, il décrit précisément ce que voit le père du narrateur et
un de ces, de ceux-là. Vous êtes très, très pudique, hein, on voit juste les jambes du cadavre. Comment est-ce que vous représentez quelles sont les questions que vous vous posez pour représenter la violence, de fait, quand vous l'avez dans un livre? Oui, c'est toujours un peu délicat entre la complaisance qu'on peut avoir avec la violence et puis la manière de l'évoquer. Moi, je pense que le texte était assez fort pour qu'on se dispense de voir le témoin qui rapporte ça, c'était effectivement un camarade de régiment, en fait, du père, que Jacques Cornery retrouve, parce que c'est le seul qui va pouvoir lui parler de ce que son père a fait ou a été quand il était soldat. Il n'aura pas de témoignage sur la guerre de 14, mais par contre, il a ce monsieur qui est d'ailleurs directeur d'une école. Alors, je ne sais plus comment il le retrouve dans le roman, mais en tout cas, il a ce témoignage qui correspond à cette scène précisément. Et j'ai gardé le texte qui est celui rapporté par le témoin, et ce qui n'est pas dans l'image et dans les mots, et inversement. Et moi, j'aime bien ça en bande dessinée aussi, je me définis toujours comme des influences plus proches d'Hergé que de Jacobs. Jacobs, c'est toujours du texte qui vient parfois, alors ça peut discuter, mais à mon avis, qui vient parfois en redondance par rapport au dessin, avec parfois un effet un peu littéraire, mais qui souvent pourrait être évité. Enfin, il me semble que chez Hergé, on est vraiment beaucoup plus dans le style direct, mais en effet, aujourd'hui, quand même, le langage de la bande dessinée a un peu évolué, et je pense que ce qu'on peut dire dans le texte, on n'est pas obligé de le voir à l'image, et inversement. Donc moi, j'ai aussi beaucoup utilisé les mots de Camus, parce que tout ce qui est de l'ordre du dialogue, que ce soit dans l'étranger, que ce soit dans les premiers romans, essayer de le restituer au style direct, et d'éviter beaucoup le récitatif, alors, qui intervient quand même, parce que le personnage d'écrivain est en train d'écrire son livre, donc on le voit en train d'écrire sur un carnet, et là j'ai utilisé les mots qui sont ceux du roman pour les faire figurer sur la plume de l'auteur qui est en train d'écrire son livre. Mais vous voyez, à un moment donné, je me disais qu'il fallait que j'ai une interlocutrice au personnage qui écrit son roman, parce qu'on n'aurait pas pu avoir, je pense, ces grandes tartines de texte qui viennent en off au-dessus des images. Alors ça y est parfois quand il raconte notamment toute la période de la colonisation, là ça vient jouer aussi avec les images. Mais bon, après ça c'est assez intuitif ou empirique la façon dont je procède. Je sais en tout cas que quand on dit le gars il était émasculé, le sexe dans la bouche et tout ça, j'ai pas envie de le matérialiser avec le dessin, avec les images. Le simple fait qu'on voit simplement en premier plan les jambes de la victime avec un peu de taches de sang, ça suffit. Enfin, vous voyez, pas besoin de... Mais ça s'est beaucoup posé aussi dans les albums précédents. Je me souviens quand j'avais fait La guerre fantôme, qui était le premier tome consacré à la guerre d'Algérie, j'avais utilisé des événements que mon père avait été le premier à évoquer, enfin que j'ignorais cette histoire-là. Mon père, qui était jeune médecin à Alger, m'avait dit que dès le départ, au début de la guerre d'Algérie, enfin ce qu'on n'appelait pas encore la guerre d'Algérie, il y avait des mots d'ordre du FLN qui interdisaient aux Algériens de fumer et de boire la lisette, et les contrevenants étaient châtiés avec nez coupé, oreilles coupées, lèvres coupées, etc. Et mon père m'avait raconté ça, il m'a dit que c'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il avait compris que cette histoire n'allait pas s'arrêter, disons, de façon pacifique, pendant qu'il avait décidé à ce moment de quitter l'Algérie. Mais quand il m'avait parlé de ça, moi j'évoque cette histoire-là, mais je montre cette mutilation, mais non pas en voyant les personnages en train de se faire couper le nez, etc., mais des photos qui ont été prises et qui sont, à un moment donné, les personnes sont traitées à l'hôpital, et donc un des personnages voit les photos qui ont été prises comme une médecine légale, vous voyez, mais donc il y a une espèce de filtre, on n'est pas sur l'action elle-même, et le type en train de se faire charcuter, mais j'essaye toujours dans mes histoires d'évoquer les choses sans les contourner, mais sans non plus, vous voyez, s'apesantir sur l'aspect qui pourrait être
Oui, par exemple, j'aime pas le cinéma de Tarantino, par exemple. Oui, parce que je trouve qu'il y a une complaisance avec la violence. Scorsese, c'est limite, mais vous voyez, mais le côté, on en met beaucoup, on met beaucoup de sang, et on montre les types en train de se faire massacrer, je trouve que ça n'apporte pas, enfin, en tout cas, ça ne porte pas le message. Je trouve que c'est plus fort quand c'est simplement évoqué, et quand, vous savez, la bande dessinée, c'est aussi l'art de l'ellipse, et c'est aussi la possibilité que l'auteur donne au lecteur de se faire son propre imaginaire aussi. Donc il faut en montrer, mais il ne faut pas trop en montrer. Et c'est souvent ce qu'on dit, c'est l'espace blanc entre deux cases qui permet justement au lecteur de reconstituer ce qui s'est passé entre deux images. Et la prime justement à l'imaginaire, elle est entière dans le dessin. Belle réponse. Une autre question peut-être? Toute dernière. Ouais. Donc apparemment vous avez encore d'autres projets qui vont être à l'Algérie. Vous avez fait notamment aussi un guide sur, enfin, vous avez participé à un guide sur Marrakech. Est-ce que vous comptez, ou est-ce que vous avez l'envie de voir autre chose du Maghreb? Oui, j'ai eu l'occasion de pas mal, en dehors de l'Algérie, de voyager au Maroc, en Tunisie. Bon, après ça, j'ai d'autres pays de la Méditerranée, plus à l'Est, enfin au Proche-Orient, que j'ai eu l'occasion d'écrire aussi dans des carnets. À l'époque, tout à l'heure on en parlait en aparté, il y a eu une vogue du carnet de voyage de la fin des années 90 au début des années 2000, dans laquelle je me suis complu. C'est-à-dire j'ai bénéficié de cette période-là pour pouvoir raconter mes voyages. C'était très... pour moi, c'était aussi important de découvrir cette Méditerranée orientale, mais quand j'ai commencé à faire mes 2-3 premiers carnets, j'ai eu des propositions qui se sont manifestées alors, de la part des instituts français dans le monde arabe en général. Donc j'ai eu on m'a proposé d'aller en Jordanie, au Yémen, à Gaza, dans beaucoup des pays limitrophes de ceux que j'avais déjà décrits. Mais à un moment donné, je me suis dit non, c'est pas possible, je ne vais pas faire 4 carnets par an pour raconter. Vous voyez, c'est un peu comme Connaissance du Monde, c'est 15 jours sur place et 3 ans en conférence, quoi. Donc je voulais un peu éviter ça, mais j'en ai quand même fait quelques-uns. Et puis brusquement, enfin pas brusquement, mais progressivement, cette vogue, c'est un petit peu, non pas tari, mais peut-être aussi que quand on est pris par des gros projets de bande dessinée, ça laisse moins de temps aussi pour organiser son emploi du temps. C'est vrai que moi je partais souvent plusieurs fois dans un pays à différents moments, assez brièvement toujours. Je ne suis pas le genre à partir 6 mois, vous voyez, pour faire ou même résider dans un pays. C'est toujours une manière de picorer des choses. Alors est-ce que, toujours une question, je me souviens le premier voyage au Liban, c'était j'avais envie de faire un livre. Et puis je me disais, mais quelle légitimité j'ai pour faire un livre? Je me suis baladé, j'ai peut-être allé 3 fois au Liban, dans différents endroits, et puis je faisais des croquis, je faisais pas mal de photos aussi, je prenais des notes. Alors c'est quoi la légitimité? Est-ce qu'il faut passer 1 an, 2 ans, 10 ans pour pouvoir parler d'un pays, ou est-ce qu'au contraire, de le voir avec un œil tout à fait neuf permet de décrire des choses que ceux qui y vivent depuis longtemps ne sont plus capables de voir? Enfin, vous voyez, c'est toujours un peu un débat. En tout cas, moi j'ai beaucoup profité de cette période-là en étant très heureux de pouvoir décrire simplement des choses que j'avais pu voir dans des pays, alors soit qui avaient été en guerre, soit qui allaient devenir. Vous voyez, je ne pouvais pas prévoir que la Syrie allait dans la situation où elle est aujourd'hui. Mais bon, aujourd'hui, certains de mes albums ou certains de mes carnets sont presque des documents historiques sur l'Irak, notamment sur la Syrie. Puis ils sont vraiment figés à un certain moment. Alors peut-être que le carnet sur Istanbul il est peut-être encore relativement d'actualité, je ne sais pas, je ne suis pas retourné depuis un certain nombre d'années à Istanbul, mais voilà, c'est aussi des instantanés. Alors autant une bande dessinée on peut la lire sur la durée, autant c'est vrai qu'un carnet de voyage il est quand même lié à un moment précis pendant lequel on a visiter ce pays. Bon, après ça, vous me direz que les écrits de Nicolas Bouvier, on peut toujours les lire, même s'il parle des Balkans ou des pays
Coalisée centrale, c'est aussi une forme d'enseignement, la manière dont ils considèrent le voyage. Enfin, ça, c'est des choses qui sont intemporelles, disons. Mais enfin, voilà, donc à une époque, vous savez, quand on est dans l'édition, il y a des opportunités, il y a des années où on pourrait avoir 10 ou 15 projets qu'on ne pourra jamais mener de toute façon bien, donc on se détermine. Tout à l'heure, je disais que j'ai des projets pour les 2-3 ans à venir, peut-être, mais pas plus. Je ne sais pas ce que je serai dans 3 ans. Oui, donc, moi, j'aime bien aussi les rencontres, alors avec une œuvre, avec un sujet, avec un auteur. Hein, quand j'ai travaillé avec Tonino Benacquista, c'était le fruit d'une rencontre. Quand j'ai travaillé, on l'a évoqué un tout petit peu avec Yves Candebord, là, le chef, c'était très différent. Pour moi, c'était une super récréation de me balader pendant 2 ans dans les terroirs pour rencontrer des artisans, des maraîchers, des vignerons, etc. Et de faire là aussi une forme de bande dessinée reportage. Et puis voilà, j'ai fait 2 albums et je pense pas que j'en ferai d'autres dans cette veine-là, mais moi je fonctionne beaucoup à ça, quoi, une espèce de spontanéité des projets liés comme ça à des rencontres. Merci beaucoup. Merci.